Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de passer cette petite demi-heure avec vous. C'est toujours un plaisir de revenir aussi à Rennes. Pour moi, c'est voilà, une histoire personnelle qui me touche encore. Et très heureux surtout d'être accompagné de Florent. Bonjour à tous, Florent Dupas, donc de chez Harmonie Mutuelle. Voilà, alors hop, on va présenter les deux bons hommes. Donc Florent, Harmonie Mutuelle, certes, mais Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe du marketing entreprise chez Harmonie Mutuelle. Donc je m'occupe en fait de toute la stratégie de marketing et d'acquisition de rétention sur les entreprises de 20 salariés et plus. très clair. Et ben moi, c'est Bertrand Dosseur. Moi, je suis directeur marketing du groupe Explore. Peut-être que vous connaissez peut-être un peu moins qu'Harmonie Mutuelle. Il y en a qui connaissent Explore dans la salle? Petit sondage rapide, là. Tac, tac, tac. Ah bah oui, forcément. Et ben écoutez, donc très heureux de passer ce petit moment avec vous. Alors, on vous doit en fait, peut-être avant de démarrer, on vous doit une confidence et un aveu. Voilà, c'est un peu original pour démarrer. La petite confidence, c'est qu'en fait, Florent et moi, on se connaît très bien, puisqu'on a vécu quelques années ensemble. On n'a pas fait la guerre ensemble, mais presque. On était ensemble donc, en agence marketing, études et communication. Et la confidence, c'est vous dire en fait qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment un cas d'usage, c'est pas un retour d'expérience, un truc où on va vous raconter la belle histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, on la redémarre ensemble. Et ce qu'on voulait en fait partager avec vous, c'est peut-être davantage un regard croisé, voilà, entre un annonceur et un praticien de la data, B2B que nous sommes. Et de se dire, comment tu fais ton job aujourd'hui et comment finalement, moi, côté data, je peux apporter, alors sur inbound et outbound, on vous a vendu quand même, hein, inbound, outbound, tout ça, ok, c'est dans le titre, on va en parler évidemment, mais comment concrètement, dans tes différentes opérations finalement, la donnée peut venir augmenter, contextualiser, optimiser tes performances, je dirais, sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est un peu ça qu'on veut partager avec vous. Donc voilà, vous allez voir, c'est pas forcément complètement sec notre affaire, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. Ce qu'on veut aussi, c'est peut-être avoir l'occasion d'échanger avec vous si vous avez des problématiques qui ressemblent à celles de Florent. On est vraiment là entre nous pour ça essentiellement. Voilà. Alors, quand on a dit ça, c'est quoi Harmonie Mutuelle? Ouais, on va vous présenter pas mal d'actions qu'on fait chez Harmonie Mutuelle en matière d'acquisition et de rétention. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup d'enjeux RH et de potentiel humain. Et pourquoi on va parler d'actions en la matière, c'est que chez Harmonie Mutuelle, donc on accompagne à peu près 69 000 entreprises en France, partout sur les territoires. Et en fait, notre job, ce qu'on aime bien faire pour les grandes boîtes, c'est de les aider à agir sur tous les facteurs de santé de leurs salariés. Alors ça veut dire quoi, agir sur tous les facteurs de santé? Ça veut dire, dans la santé au quotidien, c'est faire en sorte que les salariés sont bien remboursés sur leur achat de lunettes ou en cas d'hospitalisation. C'est faire en sorte aussi que quand je suis en arrêt de travail, je suis bien indemnisé par mon employeur. C'est faire en sorte aussi que le partage de la valeur à travers des solutions d'épargne soit bien mis en œuvre. Et puis de plus en plus, on accompagne, et on adore faire ça, nos clients sur des enjeux de santé au travail et sur des enjeux de santé environnementale qui devient une notion de plus en plus importante. Donc on accompagne les entreprises pour essayer de conjuguer climat et santé, parce qu'on a pas mal de clients qui nous challengent sur cette nouvelle dimension. Donc voilà, brièvement une petite présentation, c'est important parce que derrière les différents exemples que je vais prendre, c'est justement pour attirer nos clients et nos prospects vers ces domaines de prédilection. Très clair, merci Florent. Alors, Explore, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette excellente maison qui fête cette année ses 25 ans, c'est en fait un pure player, on est producteur de données. Producteur de données qu'on dit tierce partie, third party pour faire chic. C'est-à-dire toutes les données que vous n'avez pas dans votre système, mais dont vous avez nécessairement besoin. Des données tiers qui vont intéresser effectivement l'activité des entreprises, leurs projets, leur actualité également. Hein. Ça, c'est vraiment le cœur de métier d'Explore depuis 25 ans. On travaille sur, on va dire, 4 grands verticaux métiers, hein, que sont le service à l'entreprise au sens large, service à l'occupant, service à l'immeuble, la banque assurance, bien sûr, hein, qu'on intègre dans ce grand vertical. Une grosse spécialisation aussi dans l'univers de l'immobilier. Je ne sais pas s'il y en a, il y a quelques acteurs dans cette salle sur ce sujet-là. Et son corollaire, on va dire construction, hein, tous les métiers de la construction qui sont liés. Et puis un vertical, on va dire émergent, qui est celui dit territoire énergie. Hein, on est effectivement, nous aussi, très proche des problématiques, on va dire, environnementales au sens projet impactant donc, les territoires sur des questions à la fois on va dire, d'énergie nouvelle, de projets aussi à nature environnementale, en tout cas qui aujourd'hui sont l'actualité de beaucoup de nos clients.
Voilà, donc essentiellement, hein, notre donnée, on le verra plus précisément, évidemment, sert à 4 grands types d'usages. L'analyse marché, hein, ça permet bien sûr d'avoir une vision globale, hein, de ce qui se passe sur ces différentes thématiques, sur l'ensemble du territoire français. Hein, je précise, on est vraiment très franco-français, on ne fait que ça, et j'espère qu'on ne le fait pas trop mal. Toute la problématique aussi, on va dire plus business de ciblage, on y reviendra avec toi, Florent, évidemment, et de connaissance client, hein, des corollaires qui sont importants par rapport à nos sujets. Voilà, comment contextualiser finalement un prospect, peut-être même aussi un client qu'on croit bien connaître, et en fait, pas tant que ça. Et puis bien sûr, on va dire l'angle plus opérationnel encore, qui est celui de qu'on appelle nous activation, marketing et sales. On le verra aussi au cours de cette présentation, c'est comment finalement ces données que nous produisons peuvent à un moment rentrer dans des processus de lead gen, pour faire court, que ce soit effectivement sur des campagnes push assez simplement, dans des campagnes marketing emailing, ou dans des processus plus complexes avec de l'automation par exemple, et des choses de ce type-là. On y reviendra dans le détail. Juste un petit focus sur la partie production, parce qu'on nous pose souvent la question, mais vos données, elles viennent d'où? On parle de données à forte valeur ajoutée. Effectivement, nos data, elles sont produites, on va dire, par des sources diverses. Hein. On a des centaines et des milliers de sources différentes. On travaille beaucoup sur la presse, à partir de la presse. On travaille beaucoup sur des annonces légales aussi, hein, beaucoup d'informations qui nous viennent de l'open data. Beaucoup aussi des réseaux sociaux, du web, etc., etc. Et on fait aussi nos propres enquêtes. On a aussi des opérateurs qui vont chercher l'information pour peu qu'elle ne soit pas disponible ou suffisante pour tel ou tel sujet. Bien sûr, derrière tout ça, il y a énormément de techno. On est une boîte très tech, hein. Il y a beaucoup d'humains, bien sûr. Il y a des experts métiers, mais il y a aussi beaucoup de tech, beaucoup d'IA pour faciliter le travail à la fois de récupération, d'indexation, de structuration de la donnée. Et l'idée, c'est qu'ensuite, cette donnée-là, elle soit disponible et, on va dire, diffusable selon différents canaux. On y reviendra. Voilà, pour faire court sur l'activité d'Explore. Mais le mieux, c'est de t'entendre, Florent, sur ce que tu fais dans la vraie vie. Alors, on s'était dit effectivement qu'on n'allait pas vous faire un cours cathédral sur inbound, outbound. Pour faire court, pour nous, les deux sont absolument liés, évidemment. Il n'y a pas d'un côté le bon gars et le mauvais gars. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut les deux. Voilà. Mais que derrière tout ça, il y a effectivement un sous-jacent data qui nous paraît essentiel, hein, qui permet justement d'unifier et donner la cohérence sur les deux angles et les deux approches. C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Ouais, donc je vais vous partager un petit peu des actions qu'on a mis en place. Donc vous l'aurez compris, on les a mis en place sans l'apport d'Explore. Et justement, le but, c'est que je puisse témoigner aujourd'hui sur ce qui nous a manqué pour que ces actions marketing soient un peu plus performantes. Comme je vous l'ai dit depuis le début, nous, on a la chance de partager sur notre marché de la protection sociale sur un marché porteur, puisque la plupart des DRH sont confrontés aux mêmes problématiques. Aujourd'hui, c'est 90% des DRH qui n'arrivent plus à recruter. Donc la question de l'engagement, de la fidélisation avec des nouvelles générations, c'est forcément porteur. Donc à titre d'exemple, on a mené plusieurs actions ces dernières années. Premier exemple qu'on a mené, plutôt une action d'acquisition, donc dans l'inbound. On a mis au point un autodiagnostic pour les DRH. Alors c'était plutôt sur des cibles, on va dire, d'entreprises, des PME de 20 à 249 salariés. En sortie de crise sanitaire, beaucoup de DRH qui ont passé beaucoup de temps à réorganiser un petit peu l'organisation du travail, ressortaient un petit peu de la période un peu fatigués, voire même épuisés, et avaient envie en fait de faire le point sur, mais finalement, maintenant que je suis sorti du Covid, c'est quoi mes principaux enjeux? Donc on a mis en place un autodiagnostic que vous avez à l'écran qui permet en 30 questions à un DRH d'une petite boîte de se dire est-ce que ma priorité demain c'est le lien social, la gestion des talents, la politique de rémunération, le maintien de revenus, bref, quelle doit être ma priorité? Et donc on invitait ces DRH à pouvoir répondre à un petit questionnaire et derrière à pouvoir se benchmarker par rapport à d'autres entreprises. Donc purement une action d'inbound avec une grosse médiatisation sur LinkedIn et avec un partenaire qui était Capital Management. En termes de presse, une opération qui a plutôt bien fonctionné puisqu'on a eu 3500 leads sur ce segment-là. Mais la grosse difficulté pour nous, c'est quand on donne ce lead aux commerciaux, c'est que ce lead est ultra qualifié puisque le commercial peut voir quel est l'enjeu prioritaire du DRH et donc cibler un petit peu sa découverte des besoins. Mais là, on est encore en optimisation, c'est donner aussi plus d'informations sur c'est quoi cette entreprise, c'est quoi la dynamique d'entreprise, qui est ce DRH qui a fait le test, et ça, on sait qu'on peut encore mieux faire là-dessus. Deuxième exemple d'action inbound, là on est plutôt sur des approches ETI, grandes entreprises.
La difficulté pour les DRH en ETI grande entreprise, c'est de trouver des consultants, des experts sur des sujets très précis, comment redonner du sens au travail, comment les managers peuvent développer leur posture de coach. Donc on a mis en place un peu ce qu'on appelle du contenu freemium, où on fait parler des experts qui en 5-10 minutes décryptent comment ils accompagnent d'autres entreprises en la matière, sans en donner trop puisqu'on est sur une approche freemium. Donc voilà, un petit podcast mensuel Inspiration RH qui là aussi nous donne beaucoup de leads derrière à recontacter. Donc vous voyez différentes fonctions du contenu pour faire du freemium, du contenu pour faire de l'expérientiel. On fait aussi du contenu, on va dire, très opportuniste. Donc là, je remonte un petit peu dans le temps. En 15 jours, on a mis en place une plateforme Covid, puisqu'on était débordé d'appels par des clients DRH qui étaient submergés d'infos par le gouvernement sur les protocoles sanitaires, sur la réglementation, sur comment je mets en place le télétravail. Donc en 15 jours, on a mis en place une plateforme Covid avec différents partenaires au sein d'Harmonie Mutuelle et du Gros Vive, et ça nous a permis d'avoir surtout de cocooner nos clients, et on a eu 10 000 clients qui ont pu utiliser nos outils via cette plateforme. Donc pour le commercial derrière, c'est forcément un rebond super intéressant. Et puis la dernière action d'Inbound, peut-être à vous partager, beaucoup plus classique, le lancement d'un nouveau produit, un diagnostic QVT. Parce que la QVT c'est à la mode et il faut savoir d'où on part dans mon entreprise. Donc là pareil, grosse com sur un lancement de produit avec de la presse économique, du digital, de la radio. Donc là aussi pas mal de leads récupérés. Ça a permis de générer derrière 500 rendez-vous qualifiés, mais là encore, manque de données suffisamment puissantes pour aider le commercial à se dire est-ce que je rencontre une boîte qui aujourd'hui est en pleine santé économique, qui se développe, qui est en difficulté, qui bouge. Et c'est ça qui nous a manqué dans ce type d'action inbound. Tu ne me tendrais pas une perche, là? Voilà, clairement, c'est l'idée, comme tu le dis, Florent, de dire j'ai plein d'actions en fait inbound. Et effectivement, viennent à moi tout un tas de prospects. Et c'est très bien, hein, évidemment. La question après, c'est comment faire face. Et je dirais même, parfois, le succès peut être une vraie difficulté, que de parvenir à traiter cette masse d'informations. On peut effectivement, et même dans le B2B, parfois générer énormément de prises de contact à travers un formulaire plus ou moins, on va dire, gourmand en termes d'informations. L'idée, c'est pas forcément non plus d'assommer le prospect avec des questions trop nombreuses en préqualification. Alors tu disais toi-même, on peut aussi avoir des phases de diagnostic, donc ça va éclairer quand même énormément par rapport au profil du prospect. Pour autant, et ça de façon assez universelle, je dirais un peu quel que soit le business, il y a effectivement, en particulier sur la partie prospect, j'insiste, donc voilà, une boîte qui vient à moi, finalement, c'est quoi cette boîte? C'est peut-être une question idiote. Mon CRM, ok, j'ai plutôt pas mal documenté la partie client. Mes prospects, j'ai quoi au mieux? Un numéro de sirène, une adresse, etc. S'il a été un peu travaillé par le commercial, il y a un peu d'infos, génial, on sait à peu près l'activité, etc. Mais ça s'arrête là. L'idée ici, c'est assez simple finalement, c'est de se dire, grâce à finalement une seule information qu'on va demander, qui sera le numéro sirène ou sirette, selon la granularité attendue, tout simplement déjà de permettre un onboarding facilité avec un formulaire en autocomplétion. Je rentre mon numéro de sirène, blam, je suis reconnu entre guillemets par le système. Mais c'est surtout en back-office, on va dire, la possibilité pour les équipes justement qui récupèrent les leads, SDR ou Sales, en fonction, on va dire, des règles de gestion, parce que justement, on aura la possibilité de segmenter très rapidement le lead grâce aux informations qu'on aura fait remonter en automatique à l'échelle de Sirène, et bien de disposer justement d'un profil MQL, on est encore au stade ici de la gestion du lead entrant, et de se dire, en fait, ok, très bien, je peux prendre plus sereinement peut-être mon téléphone, appeler cette boîte, pour peu encore une fois qu'elle soit rentrée aussi dans une strate d'entreprise qui m'intéresse. Si je suis en deçà d'un certain chiffre d'affaires, effectif, etc., et de passer sur un autre processus de traitement, en nurturing ou autre, ou en gestion, on va dire, automatisée du lead. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment, de façon très rapide, sans avoir à passer par une phase de qualification, d'avoir un minimum d'informations qui lui soient liées. Et vous voyez, c'est très riche ici, vous ne le voyez peut-être pas forcément très bien à l'écran. On a sur la partie droite ce qu'on appelle, nous, une fiche société chez Explore, qui consolide à l'échelle du Sirène toutes les informations disponibles. Et ça, c'est de l'instantané. Je ne dis pas qu'il y a 25 ans d'historique, mais pas loin. En tout cas, on se fait fort de remonter les informations les plus pertinentes, les mandataires sociaux, l'actualité, bien sûr, la plus récente de l'entreprise, telle qu'on a pu la capter, nous, en fonction des différentes sources qu'on traite, que je vous ai montré tout à l'heure, voire éventuellement aussi de pouvoir accéder à des contacts nominatifs complémentaires.
Parce que monsieur DRH, il est peut-être super, mais peut-être que son DAF m'intéresse aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée d'avoir comme ça une espèce d'accélération hein, dans la phase de qualification. On peut même précalculer des scores théoriques. On y reviendra tout à l'heure sur le scoring ABM. Parce qu'en tant que tel, avec toutes les informations dont on dispose, a priori, sans avoir fait aucune qualification, je suis peut-être déjà capable, effectivement, de segmenter ce profil-là au-delà des scores classiques ou des seuils classiques de chiffre d'affaires ou d'effectifs. Voilà. Tout ça, bien sûr, étant parfaitement intégrable dans un système d'information interne, CRM ou autre, puisqu'on a une clé unique, hein, et donc l'intégration via l'API se fait de façon immédiate. Et je crois, Bertrand, si tu reviens juste en arrière, oui. l'exemple, si on peut revenir en arrière, ouais. On ne voyait pas, mais la petite fiche descriptive d'Explore, c'est sur une entreprise, en fait, c'est une entreprise nantaise qui fait de la rénovation de pièces automobiles technologiques pour le compte de concession. Donc c'est une nouvelle activité, et ça aussi c'est important dans le B2B, c'est qu'il y a plein de boîtes qui se lancent sur des nouvelles activités. On dit qu'avec l'IA, avec ChatGPT, il y aura plein de nouvelles activités qui vont se créer. Et ça, c'est important aussi pour nos commerciaux, c'est d'être en alerte sur des nouvelles boîtes et donc des nouvelles activités. Et en l'occurrence, là, une boîte qui développe vraiment sur une niche, et une boîte qui cartonne puisqu'ils sont passés de 20 à 100 salariés en 2 ans. Et ça, je suis sûr que chez nous, aujourd'hui, on n'a pas l'information. Donc le commercial, quand il va prospecter cette boîte-là, ou s'il y a un lead sur cette boîte-là, il n'a pas accès à ce type d'information et c'est un petit peu embêtant. J'allais en parler, mais après. Ouais, mais c'est pas grave. Tu as parlé d'ABM. Donc l'ABM est à la mode, donc forcément, nous, on a aussi regardé ce que c'était l'ABM. On a commencé cette année une première expérimentation sur l'ABM. Donc on a demandé à nos commerciaux grands comptes de sélectionner en fait 5 prospects à forte valeur ajoutée pour eux, mais sans règle de calcul, sans scoring, puisqu'on n'a pas aujourd'hui la data qui nous permettait de faire du scoring. Donc on va dire que le scoring a été fait à la vue du commercial, et on les a sélectionnés sur 5 secteurs d'activité sur lesquels on n'est pas forcément les champions du monde. Et on a mis en place donc, du contenu hyper personnalisé. Donc sur 5 secteurs d'activité, eh bien, on fait du contenu hyper personnalisé. Et là, vous avez à l'image une newsletter qu'on envoie à tous les DRH de l'industrie plasturgie. On fait la même chose pour l'industrie chimique et on personnalise les contenus aux enjeux de la chimie, de la plasturgie. Et c'est une opération donc, qu'on fait avec un peu les moyens du bord, faute d'avoir un peu plus de données, ce que tu expliqueras juste après. Mais rien qu'en faisant ça, on a des taux d'ouverture de 40% sur ce genre de contenu. Donc c'est 2 fois plus que ce qu'on fait en moyenne. Donc ça nous montre qu'on tient un truc avec l'ABM, mais l'ABM, pour que ça donne toute sa puissance, il faut vraiment avoir les bonnes données, les bons tuyaux. Donc c'est assez exigeant. Donc on peut bricoler, mais à un moment donné, il faut faire mieux. Exactement. Alors, non pas que l'empirisme commercial soit pas intéressant. Je pense qu'il y a une vraie vision business, opportunité qui doit être entendue. Là, l'idée, c'est de vous présenter très rapidement. Vous voyez, c'est un gros schéma assez moche, mais qui montre comment finalement on peut travailler aussi cette question. Alors, on va parler de scoring ABM, mais de scoring tout court, à la rigueur, ça marche très bien. En faisant finalement se rencontrer sur la partie gauche votre propre base de données, pour que vous ayez un historique un petit peu solide quand même. Il faut un petit peu de données, les derniers deals gagnés ou perdus, etc., etc. Bon, un historique, on va dire, de votre commerce, de votre business. Et sur la partie droite, en fait, vraiment tout ce que nous, Explore, on dispose, ce dont on dispose pour justement élargir considérablement le scope pour avoir justement, entre guillemets, le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire côté gauche, on sait quelles sont les boîtes qu'on adresse correctement et sur lesquelles on crée du revenu, versus finalement le reste du monde. Et là-dedans, effectivement, il y a peut-être des boîtes, comme tu le disais tout à l'heure, qui passent un peu sous le radar, alors que si on mobilise des données tiers, on est capable effectivement de pouvoir calculer, c'est théorique certes, mais en tout cas par similarité, on pourra calculer assez facilement ce qu'on appellerait un score d'appétence. Est-ce que cette boîte-là, elle a de fortes chances par rapport à ses caractéristiques? On tourne sur plus de 350 variables derrière, côté Explore. C'est assez solide. Un score d'appétence, est-ce que cette boîte-là, est-ce qu'elle ressemblerait finalement à des clients que j'adresse déjà? Voire éventuellement, c'est un peu casse-gueule, mais ça peut donner déjà une première idée d'un chiffre d'affaires prédictif. Bah oui, toujours pareil, on va généraliser, on va dire, une information disponible sur un petit échantillon pour, on va dire, l'étendre à l'intégralité de la base sirène ou tout ou partie de la base sirène si on considère qu'il y a déjà des segments qui ne sont pas pertinents. Et on peut aller beaucoup plus loin encore pour aller simuler même des taux d'effort, c'est-à-dire si je veux que ce prospect devienne client, quel sera le timing, voire éventuellement les produits les plus pertinents que je pourrais lui adresser. Voilà, c'est un peu la magie de l'IA que de permettre justement de généraliser, on va dire, quelques cas particuliers qui sont finalement ceux qu'on connaît déjà très bien, mais d'aller plus loin et de pouvoir de cette façon-là étendre finalement
sa vision du marché, hein. Et ça, voilà, ça c'est des petites vues qu'on présente souvent, nous, dans ces exercices-là, et qui sont d'ailleurs souvent partagées avec les équipes commerciales, de dire, bah, écoutez, on a repéré, les deux axes sont assez simples, hein, c'est appétence, chiffre d'affaires théorique. Voilà. Vous allez me dire, bah oui, c'est mieux quand on est tout en haut à droite, c'est-à-dire très appétant avec un gros chiffre d'affaires théorique. Oui, mais pas que. Hein, après, on peut descendre ligne à ligne, avoir une vision aussi, bien sûr, géographique, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi, hein, je pense que tu seras sensible au sujet, Florent, de pouvoir aussi partager cette vision objectivée du potentiel commercial adressable. Voilà. Avec voilà, cette notion effectivement de score. Il y a plein de façons de l'opérer évidemment, mais en tout cas, on croit assez, nous, à la vertu justement de l'objectivation par rapport à une réalité donnée. Hein, on est effectivement à isopérimètre, hein, il ne s'agit pas là de travailler sur des nouveaux produits ou autres, hein, on est bien d'accord, c'est par rapport à une situation donnée et de pouvoir la projeter de façon beaucoup plus globale, identifier peut-être des pépites, ou en tout cas des sujets qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Autre élément de contenu important en B2B et qu'on a tendance à sous-estimer, c'est qu'on fait aussi du contenu pour faciliter le personal branding des commerciaux. Je vous ai mis un chiffre à gauche qui a retenu toute mon attention ces derniers temps. C'est qu'aujourd'hui, a priori, 59% des décideurs B2B regardent avant tout la communication des commerciaux sur LinkedIn plutôt que la communication d'une marque. Et effectivement, si en tant que marque, vous avez le plus beau discours du monde avec des meilleurs contenus possibles sur les plus beaux canaux, les plus performants, si dans le même temps les commerciaux ne disent rien ou disent des choses un peu déconnectées, ou pas forcément de manière très professionnelle sur les réseaux, c'est un peu compliqué. Donc nous, on fait aussi du contenu pour justement aider nos commerciaux à devenir un petit peu shérifs de leur territoire et à montrer qu'ils sont présents et à montrer qu'ils sont porteurs d'une expertise. Donc on accompagne beaucoup nos commerciaux pour qu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais je trouvais ça marrant de vous le partager aujourd'hui. C'est de voir aussi que finalement, je ne dirais pas que c'est l'ancien monde, hein, la donnée, et de l'autre côté, il y aurait, on va dire, tous les outils d'automation, Wallaxy et autres Growth Machine, vous connaissez sûrement. Mais c'est une façon de dire finalement qu'on peut assez bien articuler les deux. Pourquoi ? Parce que chez Explore, finalement, on l'a vu, hein, on a une capacité à cibler sur des critères comportementaux, etc., du scoring, ce qu'on voudra. On a la possibilité, bien sûr, d'identifier des sirènes-sirettes, mais aussi, pourquoi pas, des sites web, des adresses URL de pages corporate LinkedIn, voire des adresses URL de personnes, d'individus. On descend à l'individu, d'accord ? Et ces outils, hein, que vous connaissez sûrement, se nourrissent de ça. Ils n'ont pas forcément la vision sirène. Hein, il y a quand même pas mal d'éditeurs anglo-saxons pour qui le sirène, c'est un truc qui n'existe pas. C'est vrai, par exemple, aussi dans SalesNow ou d'autres outils de ce type-là, qui reconnaissent très bien une adresse de site web, éventuellement un profil LinkedIn, et encore une fois, là, c'est l'idée peut-être aussi de tirer profit de cette vision, on va dire, très comportementale, hein, très qualitative du ciblage en amont qu'on peut faire, nous, à partir de nos propres bases, pour ensuite les injecter dans des outils tiers, celui-là ou d'autres, évidemment. Là, ici, ça permettra, je ne sais pas si vous connaissez l'outil, mais d'automatiser des campagnes de mise en relation et d'invitation, hein, sur des profils ciblés avec messages personnalisés, etc., etc. Bon, je ne fais pas la pub de Wallaxy, mais on a déjà effectivement nous-mêmes expérimenté le sujet. C'est une façon de dire, en fait, à partir du moment où on a la donnée, on a des clés, hein, d'interopérabilité, que ce soit le sirène-sirette, l'adresse, donc l'URL du site corporate et éventuellement les URL des pages corporate, LinkedIn, voire des individus eux-mêmes. Il y a aussi plein de façons de l'opérer dans des environnements tiers et c'est voilà, ce que je vous partage ici. Et puis pour terminer, on va parler de outbound quand même, parce qu'on a beaucoup parlé d'inbound. En termes d'outbound, quelques exemples de ce qu'on fait chez Harmony Mutuelle. Donc là, on est sur une campagne d'acquisition par mail assez classique, sur des prospects purs, des gens à qui on n'arrive jamais à parler. Donc on a essayé cette année, avec un partenariat avec Les Échos, on a fait un livre blanc sur les enjeux du potentiel humain. Ça nous permet de décrocher des rendez-vous auprès de 500 prospects, donc des choses assez classiques, sans trop de ciblage. Là, on a pris un peu plus de temps pour cibler. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3600 entreprises en France sur les 3 dernières années qui ont vu leur chiffre d'affaires ou leur effectif croître de plus de 25% sur les 3 dernières années. Donc on va lancer, alors ça c'est en cours, mais on va lancer dans peu de temps une petite action auprès de ces entreprises-là qui ont sûrement besoin de revoir des notions d'engagement, de protection sociale, d'absentéisme. Quand on grandit trop vite en termes d'effectifs, il y a forcément des enjeux sociaux à travailler. Donc voilà, un exemple de campagne un peu travaillée en matière de ciblage.
Et puis après, voilà, une autre campagne d'acquisition plutôt sur de la rétention auprès de la métallurgie. Un ciblage assez facile puisqu'il suffit de sélectionner les entreprises de la métallurgie, mais de faire un petit contenu pour aider ces entreprises qui ont connu un gros mouvement avec des nouveaux accords de branche à mettre en place. Donc voilà quelques exemples classiques de campagne d'acquisition où le ciblage est vraiment le nerf de la guerre. Clairement, et c'est en ça que voilà, je vous présente ça. Malheureusement, il ne reste que quelques minutes, mais je voulais vraiment qu'on termine un petit peu sur cette vision finalement très comportementale. On appelle ça la B2B timeline. Alors, on va le faire en français, la ligne de vie de l'entreprise. Okay, chaque entreprise a un début, une fin. De la création des pots de bilan, alors certaines mettent du temps à mourir, mais tant mieux, hein. Avec des phases d'accélération, de plateau, etc. Bon, c'est très schématique évidemment, mais vous comprenez derrière ça que finalement, toutes ces étapes finalement sont autant de moments clés, de moments marketing dans la vie d'une boîte, et forcément, on va dire derrière, induisent des besoins potentiels. Voilà. Quand je lève des fonds, quand je recrute, quand je me vois attribuer un marché public par exemple, quand je déménage, évidemment, quand sur des événements moins heureux, je perds des marchés que je délocalise, etc., etc. Eh ben, en tant que bon marketeur, moi, ça éveille en tout cas mon intérêt de me dire, mais en fait, évidemment que tous ces signaux sont autant de déclencheurs qui me permettent d'activer à un moment ou à un autre une opération, en tout cas une prise de contact, peut-être assez directe et immédiate. Typiquement, allez, je vais prendre un exemple basique, mais je suis des managers professionnels, je vois qu'il y a un transfert qui va arriver, en plus je suis sur un projet ici, en intention. Qu'est-ce que je fais ? Je n'attends pas de nurturer, hein. Là j'y vais. Voilà. Donc on est sur des signaux très forts ici sur certains business. Ça peut être après plus sophistiqué entre guillemets en termes de compréhension des lignes de vie, des boîtes qui m'intéressent, de les mettre sous surveillance et de voir que tiens, il y a de l'innovation, tiens, il y a une levée de fonds, etc., etc. De cumuler en fait ces différents indicateurs ou on va dire moments de vie pour en faire justement un score de priorisation ou de déclenchement de telle ou telle action. Donc il y a plein de scénarios à imaginer et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de business qui échappent à ça en fait, globalement. En tout cas dans le B2B. Voilà, toute entreprise se doit, à notre sens en tout cas, d'avoir cette attention à son portefeuille prospect, mis sous surveillance avec ses systèmes d'alerte, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais comprenez bien qu'on produit ces données-là tous les jours. Tous les jours, vous avez la possibilité d'identifier des boîtes qui relèvent de tel ou tel événement. Voilà. J'ai envie de dire, avec ça, on a une matière première qui est juste dingue et qui permet effectivement derrière d'imaginer tous les scénarios possibles, imaginables. Tiens, j'ai retrouvé ta boîte là, la fameuse Cotrolia. Voilà. Florent me dit, en fait, cette boîte-là, elle est géniale. Oui, mais moi, en fait, je l'ai identifiée. Vous voyez, j'ai 5 actualités récentes, 20 mars 23, 15 juillet 20, etc., qui me racontent des choses sur cette boîte. Elle va investir en Loire-Atlantique, elle va doubler ses effectifs, elle recrute un directeur commercial, etc., etc. Bon, vous allez savoir en faire quelque chose, j'imagine, de tout ça. Voilà. Et ben, l'idée, c'est justement d'inventer la recette qui va avec, tout simplement. Voilà, vous avez la matière première, vous avez l'ingrédient, on va dire, ultime. Et l'idée, c'est tout simplement d'imaginer des scénarios d'acquisition avec un peu de contenu, un peu de ceci, un peu de cela. Là, je vous en donne quelques-uns. Vous voyez, on en a déjà travaillé un certain nombre. Et franchement, là, les business sont très, très, très divers, hein. Acteurs de l'énergie, loueurs de matériel de chantier. Oui, parce que nous, on travaille beaucoup sur la partie chantier. On sait dire à telle ou telle boîte qui loue tout, attention, dans 3 mois, c'est quoi ici le promoteur de référence ? Blo, il construit Blo ? Il va construire, ce serait peut-être pas mal que tu te rapproches de lui parce qu'il y a une grosse opération, tu vas peut-être pouvoir lui louer du matériel, etc., etc. Bon, chacun, encore une fois, verra en fonction de son business les signaux qui ont de l'intérêt pour son activité et surtout, imaginer derrière à la fois l'environnement dans lequel l'opérer. Est-ce que c'est un shoot direct parce que c'est tellement chaud que j'engage tout de suite ? Ou est-ce que, en fait, c'est plutôt une vision, on va dire, plutôt nurturing avec une automation intelligente, un peu de contenu, etc. Parce que, encore une fois, j'aurais identifié quelques signaux précurseurs d'un intérêt par rapport à mon offre, à mon service. Voilà. Malheureusement, on va se quitter là, mais voilà, je vous invite à télécharger ce petit e-book. On a eu ce matin une magnifique conférence sur les livres blancs, donc j'en profite. Hein. Voilà, ça c'est le petit cadeau. Où en fait, on vous donne quelques idées. J'espère que le QR code marche d'ailleurs. Clémence ? Ça marche ? Génial. Hein. Oh là. À la pointe de la technologie. Voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment pour inspirer. Hein. L'idée, c'est d'avoir cette espèce d'état d'esprit de
voilà, je dispose d'une donnée comportementale solide. Hein, j'insiste aussi sur le côté solide de la chose, appuyé sur des référentiels, sirène, sirette, adresse évidemment, site web, etc., etc., de disposer effectivement de ces clés pour les opérer dans des campagnes, des histoires que vous saurez parfaitement raconter, j'en suis sûr. Le mot de la fin. Merci Bertrand. Merci Florent. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions ou pas? On est en train de spécialiser des responsables marketing par secteur d'activité. On voudrait, demain, on est en train de le faire, donc ce n'est pas encore finalisé, donc on a fait avec les moyens du bord, mais effectivement, demain, on veut avoir quelqu'un qui soit spécialiste de l'industrie, spécialiste des startups, spécialiste du commerce, de la distribution, parce qu'on n'a pas trop encore aujourd'hui, on n'est pas encore organisé parfois en marketing produit, et on voudrait plutôt être organisé en marketing client. Après, en termes de contenu, on travaille les agences. Donc c'est comme ça qu'on crée du contenu personnalisé. Et après, sur les enjeux RH, il y a tellement de matière que demain, je pense qu'avec ChatGPT, on pourra faire du contenu hyper personnalisé parce qu'il y a tellement de matière dans les médias sur les enjeux RH que c'est assez facile de le personnaliser. Les enjeux RH dans la métallurgie, c'est totalement différent que dans les startups, par exemple. Donc la matière, elle existe. Nos produits sont assez spécialisés par rapport à ces enjeux. Donc c'est une chance aussi qu'on a, c'est d'avoir des accords de branche, des protections santé, prévoyance qui sont assez personnalisés par rapport à ces secteurs. Donc c'est un peu plus facile pour nous. Mais oui, la clé, c'est d'organiser, d'avoir des responsables, ce qu'on appelle nous des responsables de segment, d'avoir quelqu'un qui est spécialiste de tel secteur d'activité, ça aide beaucoup plus. Alors, j'aurais la prétention de dire de 100% parce que la génération de toute fiche profil société en fait, est nécessairement rattachée à un sirène sirette. Nativement. On ne crée pas de société si on n'a pas l'identifiant sirène sirette, sauf en cas de création ou d'entreprise étrangère. Oui, voilà, ce qui permet effectivement d'avoir un rapprochement de 100%. Mais par rapport à Harmonie Mutuelle c'est très variable, évidemment. Alors, d'ailleurs, très bonne question. Ça peut souvent d'ailleurs nécessiter un travail, on va dire, de restructuration, de cleaning de la base, et donc de sirétisation de la base, avant de procéder à ce type d'approche, de croisement, effectivement, de base. Tant qu'on n'a pas le pivot, on va dire, essentiel, sirène-sirette, on ne le fera jamais sur la raison sociale. Alors, l'adresse est un petit peu plus solide, mais on préfère siréniser de façon propre et définitive, quitte à sortir certains sujets qui sont de trop mauvaise qualité pour ensuite effectivement procéder à des rapprochements avec une base tiers, la nôtre en particulier. Et comme on ne travaille pas ensemble, je ne peux pas vous répondre à cette question pour l'instant. Oui, dis donc. Et toi alors? On restructure nos données, donc je ne peux pas vous répondre sur quand on fait appel à de la donnée externe, comment on arrive à la rapprocher, puisque nous, on restructure toutes nos données sur le modèle. Oui, parce que c'est fait par un tiers de confiance en général, le rapprochement. Pas forcément. On a, nous, la capacité de travailler. En fait, on a des algos de sirénisation qui vont aller chercher, en fait, tout ça est assez simple, entre guillemets. C'est souvent par l'adresse, justement, puis la raison sociale qu'on va faire le matching. Voilà, c'est un travail préalable de cleaning et je veux dire de cleaning à l'instant T, mais aussi très certainement d'hygiène récurrente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de traîner, on va dire, une dette de donner et surtout une façon, on va dire, de créer des contacts ou des comptes de façon impropre. Voilà, autant justement revoir ses propres règles de gestion et typiquement rendre obligatoire la présence du sirène sirette à toute création de nouvelles sociétés. Voilà, ça c'est la règle de base, on va dire.